Bonjour à vous. Donc ça y est, c'est reparti pour un sujet, correction cette fois-ci, de la session 2008 du sujet EP1 sur le CAP installateur sanitaire. Je commence tout d'abord directement par vous lire le sujet. Je vous conseille de le faire avant, bien sûr. Et ensuite, bien, vous revenez sur la correction. Le sujet, bon, j'ai pas encore tout regardé. Je pense qu'il a l'air assez complet et important. Finalement, ça se ressemble un petit peu par rapport aux autres. Bon, vous commencez à voir un petit peu où est-ce qu'on veut en venir. C'est toujours un peu le même principe. Voilà, vous avez souvent le même type de question qui revient. Et pour les questions que vous avez moins l'habitude, eh bien, il y a des documents ressources. Voilà. Donc on y va. Donc c'est parti. Mise en situation. Votre entreprise est sollicitée pour la réalisation des travaux de plomberie pour un pavillon neuf dans la commune de Metz, au 31 bis avenue Salvador, à Landes, en Île-de-France. Donc des informations comme ça, voilà, sont sûrement importantes. On verra plus tard s'il y en a besoin. Cette maison comporte un sous-sol, garage et une cave. Au rez-de-chaussée, cuisine, salon séjour, WC et un coin repas. Et à l'étage, 3 chambres, palier, salle de bain et WC. La surface habitable de cette maison est de 104,12 m². Pareil aussi, ça peut servir, on va voir si ça nous sert plus tard. Voilà. Les travaux comprennent la pose et le raccordement des appareils sanitaires au réseau de l'eau de ville, l'alimentation en eau de ville du pavillon et en attente dans le garage. La production d'eau chaude sanitaire est assurée par un chauffe-eau électrique de 300 litres, situé au sous-sol du garage. La distribution de réseau d'eau potable sera réalisée en tube de cuivre, les vidanges en PVC, selon les normes en vigueur. L'extraction de l'air du logement est réalisée par une VMC, une ventilation mécanique contrôlée, hydro-réglable. Donc ici, vous avez les appareils sanitaires. Au sous-sol, garage, donc il y a le chauffe-eau, robinet de puisage extérieur et lave-linge. Rez-de-chaussée, voilà, vous avez la liste du matériel et étage aussi. On vous donne les plans de construction, le descriptif des appareils sanitaires, la documentation sur la sécurité, un schéma de principe d'installation sanitaire, une vue isométrique sur la disposition de la salle de bain, un bon de commande à compléter, la documentation sur la production d'eau chaude, documentation sur le raccordement électrique et tableau définissant le tri sélectif. Donc vous devez donc finalement prendre en compte la sécurité lors de vos déplacements, répondre aux questions concernant votre zone d'intervention, définir sur le schéma de principe le circuit d'eau potable et positionner les appareils sanitaires sur le desserrement. Tout ça finalement on va le voir avec les... En fait il y a un point par partie en fait. On va le voir plus tard avec les questions. Voilà. Globalement on peut commencer directement partie 1. Mise en situation. Vous êtes amené à réaliser des déplacements avec des matériaux lourds et encombrants qui peuvent occasionner un danger pour les gens qui vous entourent sur la route et à pied. Question 1. Vous devez choisir une solution sans risque de collision avec une personne pendant que vous transportez des tubes de grande longueur. Indiquez la position des tubes pendant vos déplacements. Entourez la bonne réponse. A, B ou C. Alors, bon, il y a plusieurs réponses possibles pour moi. Après, moi, je serais plus à l'aise avec la C, dans le sens où finalement si les gens arrivent par en face, si je me déplace dans ce sens-là, eh bien je suis au sol, donc là je risque pas de leur mettre de tube dans la tête ou dans l'œil, voilà, plutôt vers le pied. Mais au milieu, bon, finalement, il est pas mal aussi dans le sens où, bon, voilà, il y a, on risque par contre de heurter un personnage. Et A, on risque de heurter la tête, les yeux, le visage. Je serais plus partisan pour la C. Peut-être que finalement, il y a d'autres réponses possibles. Là, ici, moi, je serais beaucoup plus pour la C, sachant qu'on vise le sol. Et derrière, bon, vu qu'on se déplace dans ce sens-là, derrière, c'est moins grave, je pense, que que le tube, la barre, soit relevée. Voilà. Ensuite, question numéro 2. Vous devez transporter sur votre véhicule des longueurs de longueur, donc 5000 mm, ce qui correspond à 5 mètres, en vous aidant des préconisations ci-contre, donnez les règles de sécurité observées lors de vos transports. Voir document page 3. Donc ici, voilà, vous avez en fait les différentes pages, donc on est bien page 3. Ici, alors qu'est-ce qu'il y a sur
comme information. L'utilisation d'un véhicule quelconque de l'entreprise est liée à l'autorisation du chef d'entreprise ou de son représentant et au respect des mesures de sécurité prescrites par ceux-ci. 1. Document de bord. Tout conducteur de véhicule ayant à prendre la route doit être possesseur d'un permis en état de validité et correspond à la catégorie de son véhicule. Donc un permis de conduire normal. Ensuite, 2. Poids, dimension, arrimage. Donc la surcharge d'un véhicule peut être à l'origine d'accidents. Elle est sévèrement réprimandée par les services de police. Donc il ne faut pas le surcharger dans le sens d'un poids. D'accord. Ensuite, les règles définies par le code de la route régissant les charges maximales susceptibles d'être transportées doivent être respectées et doivent correspondre à la carte grise du véhicule. Voilà, donc ici par exemple, bon, les tubes ça m'étonnerait qu'ils soient vraiment trop lourds à voir, mais en tout cas ça peut faire partie d'une réponse. Déjà vérifier la charge, le poids maximum que peut supporter le véhicule. Le matériel chargé doit être solidement arrimé, donc attaché, solidement attaché, arrimé, notamment les pièces lourdes et des pièces de grande longueur sur la galerie. Donc bien solidement attaché, voilà, sur la galerie, donc ça fait partie d'une autre règle de sécurité. Lorsque le chargement est constitué de pièces de grande longueur, tubes en acier par exemple, ces pièces ne doivent pas traîner au sol, forcément. À l'arrière, dès que le dépassement atteint 1 mètre, donc plus d'1 mètre, l'extrémité du chargement doit être munie d'un feu rouge visible à 150 mètres et d'un dispositif réfléchissant. Un dispositif réfléchissant, donc c'est ça en fait. Voilà. Ici un feu rouge. Et ici, si ça dépasse plus de 1 mètre, eh bien ce feu rouge doit être réfléchissant et doit être installé. Voilà. À l'avant, le chargement ne doit pas dépasser l'aplomb du véhicule. Donc l'aplomb du véhicule, c'est le devant en fait. Il ne faut pas dépasser l'avant du véhicule. Voilà. Dès que la hauteur atteint 4 mètres, le conducteur doit s'assurer en permanence qu'il ne cause aucun dommage. Et même d'ailleurs, même en dessous de 4 mètres, hein, il doit s'assurer en permanence qu'il ne cause aucun dommage. Hein. Une conduite du véhicule prudente avec une vitesse adaptée. Voilà. Donc, protection. Lors du transport de matériel inflammable, tout type de véhicule doit être équipé d'une ventilation dans le véhicule et d'une signalisation extérieure. Comme quoi, on transporte du matériel inflammable. Pour les véhicules d'un PTAC supérieur à 3,5 tonnes, donc d'un poids PTAC. Alors, qu'est-ce que ça veut dire PTAC? On va regarder ici. PTAC. Le poids total autorisé en charge. Voilà. Donc, d'un poids total autorisé en charge supérieur à 3,5 tonnes, ils doivent être équipés d'un extincteur. Voilà. Donc ici, finalement, vous avez tout ce qu'il faut. La réglementation impose-t-elle une ventilation sur les véhicules transportant des bouteilles de gaz dont le poids total autorisé en charge est inférieur à 3,5 tonnes? Eh bien, oui. Il y a impose-t-elle une ventilation sur les véhicules transportés? Oui, bien sûr, parce qu'il y a sur tout véhicule. Donc, même si c'est inférieur à 3,5 tonnes, on a toujours besoin d'une ventilation. Par contre, si c'est supérieur à 3,5 tonnes, on a besoin d'une ventilation, oui, encore, mais par contre, un extincteur en plus. Donc, on va regarder un petit peu le corrigé, voir ce qu'il propose. Donc là, ils n'ont pas précisé un A, B, C, mais bon, moi je pense que c'est C. Vous me direz en commentaire, ça se trouve, vous avez d'autres arguments pour penser que c'est A ou B, à voir, n'hésitez pas. Et ensuite, les tubes doivent être solidement arrimés à la galerie du véhicule. Pour l'avant du véhicule, les tubes ne doivent pas dépasser l'aplomb du capot. Lorsque les tubes dépassent à l'arrière, il y a obligation de mettre une lanterne munie de feu rouge visible à 150 mètres avec un dispositif réfléchissant et une conduite prudente et une vitesse adaptée. Et donc ici, la réponse est oui.
aussi. Ok, allez, on passe à la suite. Lecture de plan. Alors, donc, voir document ressources de la page 4 à 6. Donc, indiquer les pièces correspondantes aux lettres. Donc, A. Alors, A, on voit ici que ça correspond à cette fenêtre-là. Donc, on va regarder un petit peu précisément. On va regarder un petit peu, il y a une fenêtre, une porte. En haut, il y a un petit balcon. Bon, on va regarder la porte d'entrée, j'imagine. On va regarder un petit peu. Donc, ici, voilà, on retrouve la porte d'entrée. Ici, la porte. Donc, vous voyez, il y a une porte là et une fenêtre là. Parce que ici, il y a un évier. Donc, il y en a 3. Alors que de l'autre côté, on voit 1, 2. On voit plutôt, à mon avis, l'autre face. Donc, ça, c'est la face arrière. Donc, la face avant, 1, 2, 3. C'est plutôt celle-là. Donc la fenêtre ici, ça correspond bien à la cuisine. Donc ici, on va le faire sans les réponses au départ. Donc la cuisine. B. Alors B, ça correspond à cette pièce-là derrière. Donc on va regarder un petit peu ici. Ça correspond à cette pièce ici. Donc alors que je dise pas de bêtises, voilà, ça doit être le repas. Donc on va regarder si c'est bon. Voilà, le repas. Et C, la salle de bain. Alors, on va regarder comment ça se voit. Ici, c'est du côté... Donc là, ici, on est sur le côté... Alors, regardez. Terre battue, garage. Voilà. On est donc sur ce côté-là. Au milieu, ça correspond au bain. Donc, la pièce bain. Donc ici, salle de bain ou bain, ça marche aussi. Question numéro 2. Indiquer l'orientation des pièces suivantes. Donc la salle de bain. Alors, comment on peut savoir? Il y a toujours une boussole, normalement, une rose devant. Voilà, ici. Donc, quand on tourne dans ce sens-là, ça fait toujours nose. Donc, nord, ouest, sud, est. Donc, l'orientation de quelle pièce? On demande la salle de bain. Donc, la salle de bain, elle est au sud. Vous voyez, on voit si le nord est par là. La salle de bain, elle est plutôt côté sud, donc de l'autre côté. Il faut mettre en fait la rose d'aimant, il faut la mettre ici, et donc la boussole directement, elle indique le sud. Le bain est plutôt dans la partie sud, on va dire, de la maison. Voilà. Donc ça c'est bon. Ensuite, la porte de l'entrée. Donc la porte d'entrée, on voit qu'elle est ici, là. Donc elle est plutôt au nord. Voilà. Ensuite, indiquer l'emplacement du chauffe-eau d'après les plans. Donc alors, l'emplacement du chauffe-eau d'après les plans. Donc on va regarder. Alors, le chauffe-eau. Voilà, le chauffe-eau il est là. Donc chauffe-eau 300 litres, il est ici. On voit qu'il est dans le garage. Donc ici, sous-sol du garage. Voilà, sous-sol du garage. Moi je dirais directement garage. Bon, sous-sol du garage, ça marche aussi. Hop. Ensuite, indiquer la cote de niveau des sols, voir document ressources, pages 4 et 5. Donc rez-de-chaussée. Alors, rez-de-chaussée. Voilà, donc là on est plutôt dans le rez-de-chaussée, séjour salon. Rez-de-chaussée plus, voilà, plus 0,5. Donc là on sait qu'en fait quand on a un plus 0,5 qui est entouré, ça c'est le niveau du sol, fini. Donc on est à plus 0,5 mètres, voilà. Et le sous-sol, on est ici à moins 2,3 ou 2,30 mètres. Donc le sous-sol c'est 2,30 mètres en dessous le niveau 0. Voilà. Donc, voilà, 2,30 mètres. Ensuite, que signifient les abréviations figurant sur les plans? Alors, EP 80. On y va. Alors, EP 80. Il y a EP là. Voilà, EP 80. L'eau pluviale. Et 80, c'est le diamètre de la tuyauterie. Diamètre extérieur. Voilà. Ensuite, TAE. Alors, TAE, il est où? Tout à l'égout. Alors, donc en fait ici, voilà, on a un tout à l'égout. OU, EU, j'imagine qu'il le demande après, non? Pas, c'est eau usée. Ensuite, vous avez 16A. Alors, 16A, c'est où ça?
Euh, Alors 16A, là on a 32A, bon, j'imagine 32 ampères plus T. On doit avoir, à mon avis, 16A, bon, je vois pas où c'est. Bon, à voir plus tard, j'y reviendrai à cette question-là. C'est pareil, si vous êtes bloqué, restez pas bloqué sur une question, vaut mieux revenir plus tard et je retomberai dessus facilement. C'est bizarre parce que là il y a une prise 32 ampères, donc à mon avis la prise de 16A ça va être une 16 ampères. Maintenant je sais pas où est-ce qu'elle est. Alors la qualité de document pareil, hein, n'est pas non plus top, mais bon, ça permet d'avancer. Voilà, 16A. Donc ici on voit bien que c'est une prise 16 ampères. Donc voilà. Machine à laver, 20 ampères, voilà, on voit les différentes prises. Donc ici 16A, 16 ampères. Ensuite TN. Alors, TN, où est-ce que c'est? Voilà, TN. Alors c'est pas forcément évident. Ici ça veut dire terrain naturel. En fait, ici on a le terrain habituellement il est là, si vous voulez. Et en fait, la maison va être rehaussée un petit peu, le terrain va être remonté un peu au niveau de, c'est quoi ici? Du remblai, voilà, du client. Donc vous avez terrain naturel. Ensuite RP, robinet de puisage. Alors où est-ce qu'il est ce robinet de puisage? Normalement c'est plutôt dans le garage qu'on l'a. RP, non. Allez. Vous voyez, c'est de la recherche de documents un petit peu. Alors j'imagine que vous l'avez trouvé avant moi. Vous voyez chercher. Alors, robinet de puisage. Bon. Je reviendrai plus tard, pareil. C'est en le cherchant plus que je vais le trouver. Ensuite, PP73, donc porte pleine de 73 cm. Ici, vous devez avoir sur une porte, tout simplement. Voilà. ISO 73, donc là, PP73, voilà, porte pleine 73. Pareil, c'est pas forcément évident. Donc là, pareil, à décoder un petit peu au fur et à mesure et puis à en déduire. Indiquer le type de ventilation du pavillon. Donc en fait, ils l'ont dit tout à l'heure, hein. Ici, l'extraction d'air de logement est réalisée par une VMC, hydro-réglable. Donc ici, hydro-réglable d'ailleurs. VMC hydro-réglable. Que signifie VMC hydro-réglable? La ventilation mécanique contrôlée s'adapte sur les débits d'air en fonction de l'humidité des pièces. Donc j'avais fait un cours là-dessus, allez le voir sur les vidéos YouTube sur la partie VMC. Il y a toute quelque chose, toute une vidéo qui est faite là-dessus sur les VMC. Donc n'hésitez pas à aller voir sur les différentes ventilations. Voilà, j'y reviendrai pas là dans cette vidéo. Voilà, on va à l'essentiel. Donc ici, question numéro 8. Tracer les canalisations d'évacuation des appareils jusqu'au regard pour les pluviales et le tout à l'égout. Alors, voir document en page 5, plan de sous-sol. Donc ici, tracer l'évacuation. Donc à la base, vous avez quoi? Vous avez ici, voilà, c'est ça. Donc on a l'eau pluviale, EP. Donc vous, voilà, comme sur la correction, ça veut dire vous faites vos traits directement. Hop, voilà. Et ensuite, l'eau pluviale. Donc vous voyez ici, finalement, l'eau pluviale, hop, est reliée ici, paf. Et ici, l'eau usée. Et bien en fait, c'est l'évacuation des WC, l'évacuation de la salle de bain, qui est directement ici reliée. Hop, et on envoie à l'eau usée et au tout à l'égout. Voilà. Donc c'est le petit traçage qu'il fallait faire. Voilà. Ensuite, voilà, donc là après c'est bon. La ventilation mécanique contrôlée simple flux. En aménageant mieux son habitation, la tendance est plutôt une isolation optimale permettant ainsi des économies de chauffage. La maison est alors devenue étanche et donc imperméable à l'arrivée comme à la sortie de l'air. Les éléments polluants restent à l'intérieur. Fumée, poussière, humidité. Les odeurs et les bactéries trouvent alors un terrain de développement. La VMC
réglable, hein, s'adapte sur les débits d'air en fonction de l'humidité des pièces. L'objectif est d'obtenir un confort maximum en limitant les déperditions liées à la ventilation. Donc on a ici en fait l'évacuation d'air, voilà, tout simplement, des pièces. Ok, bon. Mise en situation. Étude du circuit sanitaire d'eau froide et d'eau chaude depuis le compteur jusqu'aux appareils sanitaires. Question numéro 1. Vous devez implanter par ordre chronologique les symboles sur le schéma de principe de l'installation sanitaire. Voir document en page 8. Donc regarde, page 8, c'est ici. Donc qu'est-ce qu'on va faire? Alors je vais revenir sur le document sujet. Voilà. Vous avez donc des appareils sanitaires ici. Et bien sûr, donc qu'est-ce qu'il faut faire? Vous devez implanter par ordre chronologique les symboles sur le schéma de principe de l'installation sanitaire. Donc vous avez un ordre chronologique d'installation. Donc alors on va regarder un petit peu ici. Donc vous avez en fait, on commence, voilà, donc ici, ok. On commence par là, donc dans l'ordre chronologique, alors qu'est-ce qu'ils attendent par ordre chronologique? Je pense que c'est plutôt dans l'ordre de passage de l'eau. Donc en fait ici on va avoir une vanne avant compteur, le compteur, eau froide sanitaire, arrivée d'eau froide. Ici un manomètre, ensuite une vanne. Ensuite ici nous allons avoir un réducteur de pression, donc ici, n'importe quoi, un filtre, pardon. Un filtre, ensuite un départ pour l'arrosage extérieur avec une vanne. Et ici, c'est, alors attendez que je ne dise pas de bêtises, voilà, une vanne à l'intérieur de la maison, une vanne à l'extérieur. Et ici arrosage extérieur. Voilà. Ensuite on vient, alors ici avec un disconnecteur, on vient empêcher le retour d'eau vers l'installation. Donc ici vous avez besoin de ça puisque vous avez une pompe pour ça. Sinon un anti-retour aurait suffi, non? Un anti-pollution aurait suffi, moi je pense. Parce que disconnecteur, pour moi, c'est plus pour le chauffage. Bon, qui peut le plus, peut le moins. Hein. Disconnecteur, ça marche bien. Ensuite, ici, vous avez un réducteur de pression qui vient réduire la pression. Et donc, c'est pour ça qu'on a 3 barres de pression après le réducteur de pression. Ensuite, on a la vanne. Voilà, une vanne. Ensuite, on vient soit donc partir vers le groupe de sécurité. Et donc, ici, on vient alimenter notre chauffe-eau. Soit l'eau froide est distribuée sur les différents appareils, donc la vaisselle, lave-linge, hop. Ensuite, elle remonte ici et elle alimente, attention, voilà, elle alimente par le bas en eau froide nos différents appareils. Voilà. Et ensuite, elle continue encore et alimente ici nos appareils, voilà, en eau froide. Et ensuite, donc pour la partie eau chaude, hop, l'eau froide est arrivée dans le ballon, elle est chauffée, elle est ici transportée, ensuite puisée, et elle arrive vers les appareils sanitaires, voilà, tout simplement. Alors bien sûr on ne met pas d'eau chaude dans les WC. Et ensuite on remonte ici, là on a un anti-bélier, et donc ici on redistribue en fait l'eau, pardon, l'eau chaude arrive comme ça et est redistribuée. Et ensuite, il y a une pompe de bouclage. Alors, à quoi sert la pompe de bouclage? Si par exemple, nous avons beaucoup de distance en fait entre, par exemple, la baignoire et le ballon, le temps que l'on ouvre ici notre vanne, notre mitigeur, on met beaucoup de temps à obtenir de l'eau chaude. Et bien, qu'est-ce qui va se passer? On va consommer beaucoup d'eau froide et on va attendre longtemps le temps que l'eau chaude arrive jusqu'aux appareils. Là, nous, ce qu'on va faire grâce à ce bouclage, eh bien, on va faire circuler, donc on va mettre ici une pompe qui va faire circuler l'eau à l'intérieur, voilà. Et donc l'eau va être en circuit fermé et va nous permettre en fait ici de toujours avoir de l'eau chaude en permanence sur cette boucle ici. Et donc, si nous avons toujours de l'eau chaude sur cette boucle, et bien quand on va venir ouvrir ici on va venir demander de l'eau chaude pour notre baignoire par exemple,
eh bien ici il n'y aura que cette partie-là, ce tube, ce tronçon de tube ici, qui sera froid. Tout le reste ici sera déjà chauffé et donc finalement nous aurons moins besoin d'attendre longtemps pour obtenir de l'eau chaude. Voilà. Donc ça c'est le principe du bouclage eau chaude sanitaire. Avec ici un anti-retour. Voilà, qu'est-ce qu'il y a d'autre à dire? Voilà, principalement on va revenir un petit peu ici. Donc question numéro 1, vous devez implanter les symboles sur le schéma. Ensuite, question numéro 2, indiquer dans les rectangles vierges une flèche indiquant le sens de circulation de l'eau froide et de l'eau chaude sanitaire. Vous avez les flèches, voilà, qui sont indiquées sur le schéma. Donc ça, vous l'avez déjà fait. Ensuite, raccorder l'arrosage extérieur sur le circuit eau froide sanitaire pour bénéficier de la pression du réseau d'eau de ville à 7 bar. Donc c'est pour ça que justement, ici, alors voir le document page 8, voilà c'est ça. Ici, vu qu'on a de l'arrosage extérieur, on l'a pris bien sûr avant notre réducteur de pression. Voilà. Pour bénéficier de l'eau de ville à 7 bar et non pas après le réducteur de pression où on aurait eu de l'eau à 3 bars. Voilà. Donc on a plus de pression avec ce montage-ci. Question numéro 4. Le débit d'eau froide des appareils vous est donné en litres par seconde. Okay. Veuillez indiquer le débit en litres par heure ainsi que les calculs. Voilà, donc sur les documents. Donc la baignoire. Alors, la baignoire, ici. Alors, on va voir ce que vous aviez au départ. Donc la baignoire, vous avez 0,33 litres par seconde. Donc en une seconde, on a 0,33 litres qui sortent du robinet. Et donc on demande en une heure combien on aura de litres. Donc en une heure, il y a 3600 secondes. Donc il y en aura 3600 fois plus. Donc le calcul c'est 3600 multiplié par 0,33 égale 1188. Donc ici, on va regarder. Voilà, on a 1188 litres par heure. Et ensuite le lavabo, on fait pareil. 3600 multiplié par 0,2 et on tombe sur 720 litres par heure. Voilà. Question 5. Vous devez sélectionner à l'aide de la BAC, la canalisation d'arrivée eau froide sanitaire, EFS, pour l'alimentation du pavillon. La composition des appareils sanitaires, évier, baignoire, WC, lavabo. Pour voir document ressources en page 7. Donc diamètre, on vous demande le diamètre intérieur. Donc ici, vous savez que vous avez quoi? Vous avez évier, baignoire, WC, lavabo. Donc évier 2,5, baignoire 3, WC 1, lavabo 1,5. Donc vous additionnez tout ça. Donc 1,5 plus 2,5 ça fait 4. Baignoire ça fait 7. Donc on additionne tout. 7 plus WC ça fait 8. Et donc alors attendez que je dise pas de bêtises. Voilà, ça fait 8. Ouais, c'est ça. Et donc ici, donc vous placez votre coefficient, la somme de vos coefficients ici. Et donc vous remontez et vous avez ici un diamètre minimum à respecter qui est de 18, enfin qui est un petit peu en dessous de 18 d'ailleurs. Voilà, il va se situer ici. Donc on va dire 17, un peu plus que 17. Donc vous, vu que vous avez le minimum qui est de 17, eh bien vous prenez le diamètre 18 intérieur. Alors ici vous avez déjà un exemple qui est donné, c'est vous avez 3 appareils sanitaires. Voilà, par exemple ici, eh bien vous faites la somme des trois coefficients des appareils, donc ça fait 5. Et donc avec du diagramme, vous devez tracer à partir des indices
Voilà, donc à partir des indices, donc on a bien tracé sur 5. On est tombé ici sur la courbe, et dès on touche la courbe, donc tracé perpendiculaire, une droite par rapport au point établi, afin de déterminer le diamètre intérieur de votre canalisation en cuivre. Donc ici par exemple, hop, on a trouvé 15. Donc le diamètre recherché est de 15 intérieur. Donc un tube de 18 par 1. Dans le sens où finalement ici, si on n'a pas 15 intérieur comme diamètre, nous en plomberie, en cuivre, c'est de 2 en 2. Donc le plus petit c'est 12, ensuite 14, 16, 18 et 22 d'ailleurs. Donc nous finalement, ici on n'aura pas du 17 extérieur et 15 intérieur. Donc on sera obligé de prendre encore au-dessus. Parce que si on prend du 16, ça fera 14 intérieur. Et nous, on veut minimum 15. Donc on est obligé de prendre du 18 et on aura du 16 intérieur. Voilà. Donc ici, on a bien sectionné du 18 pour notre cas, millimètre intérieur. Et donc on prendra un tube de 20. Voilà. Sachant que les tubes de 20, faut-il encore en trouver? Je sais que c'est moins répandu maintenant. Mais je prends plus du 22. Voilà. Donc si vous marquez 22, moi ça me va très bien. Vous devez sélectionner à l'aide de la bac le réducteur de pression en zone à usage domestique pour un débit de 0,5 litres par seconde et une vitesse de 1,25 mètres par seconde. Donc voir document ressources en page 7. Donc vous avez le document ressources ici. Donc on y va. Vous avez quoi? Un débit de 0,5 litres par seconde. Donc ici, litres par seconde, 0,5, paf, vous êtes ici, sur le petit trait. Et ensuite, le petit pointillé là. Et ensuite, alors une fois qu'on a sélectionné là, voilà, là on est bien à 0,5. Et ensuite, une vitesse de 1,25 mètres par seconde. Donc, les mètres par seconde, c'est quoi? Vitesse moyenne de l'eau, donc 1,5. On est là. Et donc, on se retrouve ici finalement, sur ce point-là, le point de 1,5 là. Et donc, on sait qu'on va... voilà, on a ce point-là. Donc, on a plusieurs ici diamètres de réducteurs de pression, ici. Alors, si on prend un diamètre ici, alors, on a besoin ici d'être dans une zone. On prend le diamètre le plus... Alors, attendez, que je dise pas de bêtises. Nous, on est dans quelle zone? On est dans une zone à usage domestique. Donc, c'est-à-dire la zone 1, zone réservée aux usages domestiques. Donc ici, finalement, on aura, si on prend ce diamètre-là de réducteur de pression, on sera, voilà, on sera dans une zone à usage domestique, ça veut dire la zone 1. Si par contre on prend ce réducteur de pression ici, 1,5, eh bien on sera dans la zone 3, la zone réservée aux usages industriels, donc surtout pas. Et si on prend ici un 3/8, on sera encore plus, ça fera encore plus de bruit en fait. Donc surtout, il faut prendre ici ce réducteur de pression. Et encore, moi je dirais, si vous pouvez même prendre, je pense qu'on est limite là. Je pense qu'on est, alors moi j'aurais, ouais, j'accepterais à la rigueur cette réponse là aussi. Évidemment du 1 pouce. Ce serait pas mauvais aussi. 3/4, c'est juste. Je pense que ça passe aussi. Donc, prenez du 3/4, ça va très bien. Et 1 pouce aussi, ça me va aussi. Référence, donc ici pour du 1, alors là, vu qu'ils ont pris du 3/4. Alors, à savoir par cœur, ce qui correspond à du 20-27, c'est du 3/4. 15-21, c'est du 1,5. Et 26-34, c'est du 1 pouce. Voilà. Donc ça, c'est à savoir par cœur. Donc 20-27, on prend cette référence-là. Donner le sens de circulation de la vis, le sens de rotation, pardon, de la vis de réglage du réducteur de pression pour diminuer la pression de l'installation. Donc ici, pour diminuer, on va dévisser, donc dans le sens anti-horaire. Ça paraît à savoir par cœur que pour augmenter la pression au niveau du réducteur de pression, il faut visser. Et pour diminuer, il faut dévisser. Donc là, on demande de diminuer, donc anti-horaire. Voilà, ça c'est fait. Ensuite, qu'est-ce qu'on vous demande? Alors,
Voilà, on vous demande de schématiser la tuyauterie d'eau froide et d'eau chaude en utilisant les couleurs conventionnelles. La propreté du tracé est prise en compte dans la notation. Donc en fait, vous avez ici vos alimentations. On vous demande simplement voilà, de la tuyauterie eau froide et eau chaude. Donc les couleurs conventionnelles, je pense que c'est pas la peine de les rappeler. Si. Bleu pour l'eau froide et rouge pour l'eau chaude. Donc on y va. Alors vous avez plusieurs façons de le faire. Voilà, ici ils l'ont fait de cette façon-là. Eau froide, bleu, tac, tac, tac. Et eau chaude en rouge. Hop, hop, hop. Donc là c'est bon. Surtout ne vous trompez pas ici. Rapportez bien de l'eau chaude en partie gauche et en haut. Voilà, l'eau chaude est en haut, le froid est en bas. Le chaud est à gauche par rapport à l'utilisateur si on est en face. Et le froid est à droite. Donc là, c'est pour ça que finalement, si on regarde de ce sens-là, on a bien l'eau chaude qui est bien sur notre gauche quand on regarde la baignoire en face. Voilà. Donc voilà. Hein. Il faut que ce soit bien droit, il faut que ce soit propre, il faut que ce soit aligné. Voilà. Ensuite, alors là, voilà, la partie un petit peu plus compliquée, on va regarder ensemble. Donc, vous devez réaliser un bordereau de commande de matériel pour la salle de bain du premier étage. À l'aide des documents aux ressources et du dispositif de l'installation, du descriptif de l'installation, voir documents aux ressources pages 10 à 11, réalisation du bordereau de commande de matériel pour la salle de bain. Donc, exemple, le WC, la référence de la robinetterie, donc 5805, le fabricant, 3 petits points, le modèle robinet d'équerre, le couleur, je penserais peut-être plutôt la couleur, chromé. Donc ici, alors on va regarder plutôt ce qu'on nous demande, parce que là, si on vous donne tout de suite la réponse, ça va pas. Voilà, ici. Donc, baignoire. Alors baignoire, on a quand même des informations. On a ici baignoire d'angle en acrylique de marque Villeroy et Boch. Donc le modèle Croisic, référence, etc. On a la robinetterie de la baignoire et le vidage de la baignoire. Donc on vous demande pour la baignoire la robinetterie, la baignoire d'angle et le vidage. Bon. Donc on y va. Nous ce qu'on nous demande c'est la robinetterie et colonnettes. Donc robinetterie, c'est quoi? C'est robinetterie mélangeur bain-douche de marque Grohe, référence Supra. Alors on y va. Robinetterie alors de la baignoire. Donc où est-ce qu'elle est? Elle est ici. Donc bain-douche, mélangeur bain-douche. Avec raccord colonnette Supra, sans raccord colonnette Supra. Alors, du coup, nous c'est quoi? Raccordement sur colonnette. Donc déjà c'est sur les colonnettes. Donc ici, on est bien avec raccord sur colonnette. Voilà. Donc on a bien en fait des colonnettes, c'est ça, c'est ce qu'il y a derrière le mitigère. Donc ici, voilà. Vous avez la couleur chromée, la référence voilà, indiquée. Donc on va regarder si c'est bien celui-là. Le 30, alors 43 78 92. 43 78 92, c'est bon. Couleur, alors après c'est quoi? Fabricant Grohe. Mélangeur Supra, là c'est le modèle. Donc le modèle ici, mélangeur Supra. Voilà. Bain-douche Supra. Et puis la couleur chromée. Donc ça c'est bon. Ensuite, on vous demande quoi? On vous demande la baignoire d'angle. Donc baignoire d'angle, c'est quoi? Alors, baignoire d'angle en acrylique de marque Villeroy et Boch. Donc on regarde un petit peu ici. Baignoire d'angle, elle est où? Alors, en fait, on vous donne déjà tout. Donc, dans marque Villeroy et Boch. Donc ici, référence. Alors la référence c'est quoi? Ben, vous la notez ici, hein, directement. Voilà, hein, c'est celle qui se retrouve ici, la 40 34 41. Ensuite, Villeroy et Boch, c'est le fabricant, donc la marque, voilà, c'est le fabricant. Le modèle Croisic, ici, donc en fait, c'est le modèle Croisic. Et même, vous avez les dimensions, donc 1400 par 1400, voilà, et couleur blanc. Voilà.
Donc vous avez juste à recopier ici finalement. Ensuite, là donc c'était déjà donné. Ensuite pour le lavabo, on vous demande quoi? On vous demande le lavabo. Alors qu'est-ce qu'on a comme lavabo? On y va. Ici on a un lavabo. Donc le lavabo sur colonne. Voilà, donc c'est quoi comme référence? Alors on va regarder ici. Voilà, lavabo sur colonne. Donc est-ce que c'est Bastia ou c'est City? Donc on regarde ici, nous c'est marqué lavabo de marque Alia, référence Bastia, largeur 600 mm. Donc ici on prend Bastia, largeur 600, donc c'est bien celui-là, blanc, et référence 43 33 92. On va regarder. 43 33 92, donc c'est bon. Fabricant Alia, modèle Bastia, blanc. Donc ça c'était bon. Ensuite la colonne, donc la colonne c'est quoi? De marque Alia, donc ici la marque, le fabricant c'est Alia. Le modèle Bastia. La couleur blanc. Et ensuite la référence. Donc on ne l'a pas ici, donc on va sûrement l'avoir ici. Alors. On l'a pas là. Alors, où est-ce que c'est ça? Voilà, la colonne lavabo Bastia, c'est ici. Donc c'est pas un City, c'est Bastia, donc c'est cette référence-là. 41 67 80. 41 67 80. Vous voyez, tout est là en fait. Finalement, quand on sait lire un petit peu le document, ça va tout seul. Voilà. Ensuite, ici, on demandait le fabricant. Donc les fabricants du siphon du lavabo. Donc siphon de lavabo, on sait que c'est couleur blanc et en plastique. Alors on va regarder. Siphon du lavabo, où est-ce qu'il est? Siphon de lavabo, en fait non, vous ne le demandez pas vraiment. Même là, on ne vous le demandez pas. Par contre, on vous demande, voilà, on vous demande ici la cuvette DVC, la référence, le fabricant, modèle, couleur. Bon, vous voyez un petit peu le principe. Voilà, je vais pas m'attarder trop non plus parce que ça commence à faire longtemps la vidéo là. Donc globalement, allez-y, on va se le faire. Donc cuvette, référence, alors de la cuvette, donc la cuvette DVC, donc WC, cuvette sortie arrière de marque Roca, donc référence Polo, donc la référence Polo, la couleur blanc, donc il reste le fabricant qui est de marque Roca et le modèle, donc le modèle, eh bien c'est Polo, voilà. Et la marque Roca, sortie horizontale, c'est ça. Parce que ça peut pas être l'autre, c'est Dama. Et puis ensuite, alors je vais vérifier si c'est bon. Roca, voilà, avec la référence ici, qui est indiquée 42 06 62. On est d'accord, voilà, 42 06 62. Et ensuite, ici, donc le réservoir et mécanisme de chasse. Donc la référence, c'est 45 02 10. Donc alors, comment il trouve ça? Nous ici, le WC, donc on a un réservoir avec mécanisme silencieux double chasse. Donc on n'a pas encore la référence, mais par contre on a le fabricant qui est de marque Roca, le modèle Polo, la couleur blanche, et il ne reste plus que la référence. Et donc ici les mécanismes de chasse, non, qu'est-ce que je dis, c'est le mécanisme de chasse, non, le réservoir, voilà, le réservoir et mécanisme de chasse, c'est quoi la référence? Voilà, c'est celle-là, c'est un 3/6 litres, donc c'est 45 02 10. Voilà. Donc c'est un peu long, hein. Je vous avoue là, franchement, mais bon, ça fait partie des choses que vous devez savoir. Donc voilà, ça tombe pas de nulle part, hein, c'est faisable. Il faut juste prendre le temps de lire et en fait tout est indiqué. Allez, on y va, c'est parti. Donc, il reste partie 5, partie 6, partie 7 et partie
Voilà, et partie 7. Donc on y va. Donc production d'eau chaude. Vérifier l'ensemble des équipements de la production d'eau chaude sanitaire. Donc question 1. Indiquer le type de production d'après le descriptif. Entourer la bonne réponse. Donc ici, alors, la production d'après le descriptif, pour moi c'est accumulation. On a vu en fait un chauffe-eau ici. C'est la production d'eau chaude sanitaire est assurée par un chauffe-eau électrique de 300 litres. Donc quand c'est 300 litres, quand c'est des grandes quantités, c'est en accumulation. On vient accumuler de l'eau chaude pendant, en général, la nuit, parce que c'est moins cher, l'électricité est moins chère, et on vient la restituer la journée lorsque les gens prennent des douches. Mais ça nous permet de payer moins cher l'électricité la nuit. Donc pour moi, c'est accumulation. Ensuite, indiquer le volume du chauffe-eau électrique. Donc 300 litres, on l'a vu tout à l'heure. Indiquer la position du raccord diélectrique sur un chauffe-eau. Donc ça, réponse A sur le départ d'eau chaude sanitaire. Voilà, pour moi c'est ça. Et donc ce n'est pas sur l'évacuation, ce n'est pas sur l'alimentation eau froide et eau chaude. Pour moi, c'est le départ eau chaude sanitaire. Ça suffit. Ensuite, question 4. Donner les 4 fonctions du groupe de sécurité. Donc ça, il faut le savoir par cœur. Voilà, vanne de coupure. Donc ça c'est voilà, c'est des choses qu'on a déjà vues ensemble. La vanne, la vidange, soupape de sécurité et anti-retour. C'est les 4 fonctions à savoir par cœur. Question 5. Donner la pression de déclenchement de la soupape du groupe de sécurité. Pareil, c'est à savoir par cœur, c'est 7 bars. Au-delà de 7 bars, en fait, la pression, si la pression dépasse 7 bars, le groupe de sécurité s'ouvre, la soupape du groupe de sécurité s'ouvre et donc laisse s'écouler l'eau pour ne pas dépasser cette barre. Ensuite, donner la raison de l'écoulement du groupe de sécurité pendant le fonctionnement du chauffe-eau. Voilà, en fait, la nuit, le chauffe-eau va venir, la résistance va venir chauffer l'eau. Et donc l'eau monte en température, donc monte en pression. Et donc elle se dilate. Et donc d'abord elle se dilate, et donc forcément monte en pression. Indiquer une solution technique pour éviter la perte d'eau lors du fonctionnement du chauffe-eau, donc un vase d'expansion sanitaire qui au lieu d'évacuer l'eau lors de la dilatation par le groupe de sécurité, on vient et bien en fait servir d'expansion et on vient absorber la dilatation de l'eau. Voilà. Donc alors, électricité. Vous devez schématiser le raccordement électrique du chauffe-eau. Question 1. Indiquer la section des conducteurs d'alimentation à l'aide du schéma électrique. Donc ça, même à savoir par cœur, pareil. La section d'alimentation d'un chauffe-eau, c'est 2,5 mm². Voilà. Alors peut-être que vous avez ici en plus voilà une indication, mais de toute façon, ça fait partie des bases à avoir. Voilà. Indiquer le calibre de protection du chauffe-eau, pareil, c'est un C20, donc 20 ampères. Ça c'est pareil à savoir par cœur. Calibre de 20 ampères, voilà. Vous avez ici votre disjoncteur pour le chauffe-eau, c'est forcément un C20. Ensuite, question 3, indiquer les couleurs conducteurs, les couleurs des conducteurs électriques, donc la phase rouge, noir ou marron. Le neutre toujours en bleu et la terre toujours en vert jaune. Voilà. Ensuite, question 4. Donc ça aussi, pareil à savoir par cœur, en phase neutre terre. Vous devez travailler dans un milieu humide avec une baladeuse électrique. Donnez la tension pour une utilisation sans danger. Donc ici, 24 volts. Voilà, alors, vu que c'est un local humide, en fait, c'est 24 volts. Voilà. Ça, pareil, c'est à savoir par cœur. Il y a beaucoup de choses à savoir par cœur. Alors, question 5. Vous devez vérifier la conductivité électrique d'un chauffe-eau hors tension. Quel type d'appareil permet de tester l'installation hors tension sans danger? Voilà, c'est un VAT, un vérificateur d'absence de tension. Donc ici, voilà, vous devez mettre vos équipements de protection individuelle et faire la vérification d'absence de tension avant d'intervenir sur le chauffe-eau. Voilà, pour vérifier que vous avez bien coupé le bon circuit. Question numéro 6. Donner la signification de EPI. Voilà, je l'ai dit tout à l'heure, donc équipement de protection individuelle. Équipement de protection incendie? Non, mais entourer la bonne réponse. Donc, un équipement de protection individuelle.
obligatoire. Ça pareil, c'est à savoir par cœur. Ensuite, question 7. Schématiser le câblage électrique à l'aide du dessin ci-dessous. Les couleurs conventionnelles du schéma électrique et la propreté du tracé sont prises en compte dans la correction. Donc, alors, qu'est-ce qu'on vous donne à la base? J'ai envie de voir voilà, ce qu'on vous donne. Donc finalement là, c'est vraiment du copier-coller. Hein. Voilà, on vous donne le schéma ici et il faut le refaire ici. Je pense pas qu'il y ait de difficulté, je sais pas s'il faut vraiment en parler. Franchement, ça c'est simple, hein, je pense quand même pour vous. Voilà, vous alimentez votre... Alors ici par contre les couleurs, oui. Donc tout ce qui est L, la phase, rouge. Voilà. Phase, rouge, ok. Rouge, rouge, rouge. Rouge, rouge, rouge. Et bien sûr, C2, c'est rouge ici, rouge ici, rouge ici. Ensuite, le neutre, bleu, 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 bleu. Voilà. Bleu, tout ce qui est neutre, bleu, bleu, bleu. Le neutre ici, bleu, 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 bleu. Et ici, bleu, bleu, bleu. Voilà. Et ensuite, il reste juste ici, ce fil ici, que je mettrai bien en noir. Ou en orange, en tout cas une autre couleur que rouge. Et ici la terre en vert jaune. Donc ici avec votre crayon vert, vous le mettez en vert, 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 vert. Voilà. Donc là, à faire proprement et voilà, ça ne devrait pas trop poser de problème. Ensuite ici, donc vous avez la partie 7, chaque corps d'état est chargé du tri sélectif de ces déchets. Pour cela, votre entreprise vous demande de trier les différents déchets. Question numéro 1, réaliser ER, une classification des déchets en fonction de leur classe. Donc ici vous avez plusieurs déchets. Et en fait il faut les mettre dans le bon dans la bonne colonne. Exemple, le plâtre, voilà, ça fait partie d'un déchet industriel banal. Donc en fait, ici vous avez la réponse. En fait. Donc il faut juste remettre ici les bons déchets dans la bonne colonne. Voilà. Donc ça devrait aller assez bien. Donc amiante, ça fait partie de déchets spéciaux. Vous voyez, amiante, déchets spéciaux. Enfin, voilà, je vais pas tout reprendre avec vous. Béton, donc déchets inertes, pardon. Donc béton, déchets inertes, tout est fait, donc il n'y a plus qu'à mettre au bon endroit. Donc ça va tout seul. Ça va. Voilà, donc j'espère que ça n'a pas été trop long. En tout cas, je vous remercie d'avoir suivi. Et puis je vous souhaite bon courage. J'espère que j'ai pas fait trop de fautes. Parce que ça m'arrive, moi aussi. Et puis je vous souhaite bon courage pour passer votre CAP. On va en faire encore d'autres corrections. Donc je compte sur vous pour rester motivé jusqu'au bout. Et puis voilà, bon courage à vous. À bientôt.